Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Philippe Bobola, qui est anthropologue, docteur en chimie physique, biologiste et psychanalyste adlérien notamment, mais qui a d'autres cordes à son arc. Il est membre de l'Académie, de l'American Association for the Advancement of de l'American Chemical Society, l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, etc., etc. Vous êtes également coach. Oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est là pour une interview pour Kéros. Kéros, je suppose qu'avec votre savoir, vous savez que c'est un dieu grec qui n'a sur la tête qu'une touffe de cheveux. Et quand il passe, il y a trois possibilités. Ou bien on ne le voit pas passer, ou bien on fait semblant de ne pas le voir passer, ou bien on saisit sa touffe de cheveux et on saisit l'opportunité. Alors, on pense qu'on existe depuis 2012, on pense que c'est le moment opportun pour le changement, on peut en Oui, parler tout à fait. longuement, et que si c'est pas maintenant, ben, on ne sait pas quand ce sera. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous ne saucissonnez pas les savoirs difficilement comme le pouvoir affectionne. Hein, c'est-à-dire que, comme on avait dit avec Denis Robert Dufour, chacun est dans sa particularité, dans son domaine d'expertise, la psychanalyse, la sociologie, la psychologie, et on ne met jamais tout ensemble. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous mettez un peu tout ça ensemble, avec notamment la physique aussi, la physique quantique. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quelle période vivons-nous, Philippe Bobola? Elle est très étrange. Oui, c'est une période étrange, à la fois extrêmement percutante et fascinante. Parfois, on a l'impression d'être dans le théâtre de l'absurde de Ionesco. Et on se demande si on est sur la scène ou en dehors de la scène. Et puis, à d'autres moments, on voit le système avancer. Alors, je vais prendre mes différentes casquettes. Moi, j'ai une formation au départ plutôt mathématiques, physique théorique, donc c'est la défaite de la rationalité. Ce que nous vivons, puisque on est plus dans des débats d'opinion que dans des faits objectivables, expérimentales et reproductibles. Alors, au niveau anthropologique, c'est très intéressant parce qu'on parle de la révolution industrielle 4.0, qui n'est pas simplement une simple révolution industrielle de plus, c'est un changement de civilisation. Alors peut-être il est bon de rappeler que la première révolution commence avec, on va dire, la maîtrise de la chaleur. Elle commence en 1760, elle va se terminer en 1840. C'est un Français, d'ailleurs Lazare Carnot, qui en 1824 va comprendre que la chaleur est une forme d'énergie, qu'on peut la domestiquer et on peut transformer de la chaleur en travail mécanique. Puis est arrivée en 1900 la révolution de l'électricité, évidemment, qui a révolutionné notre vie domestique et puis qui a changé l'éclairage et tout ce que l'électricité a apporté. Et puis à partir des années 40, ça va se concrétiser dans les années 60, arrive une nouvelle révolution, c'est la révolution de l'information qui va donner l'informatique. Et en 1960 apparaissent les gros systèmes, surtout utilisés dans le domaine de la recherche militaire et scientifique. Et puis après, dans les années 70, on va dire 80, arrive l'ordinateur chez les citoyens. C'est ce qu'on avait appelé autrefois la domotique, c'est-à-dire l'arrivée dans notre quotidien de l'ordinateur. D'ailleurs, ce que les informaticiens ont compris, c'est Steve Jobs en particulier, qui avait une formation plutôt dans le design, c'est que l'objet devait être beau. Et IBM n'a pas compris ça, elle était restée dans les gros systèmes et réservé à une élite, mais pas le commun des citoyens. En fin de compte, il fallait un ordinateur qui soit plutôt joli, esthétique, qui rentre dans le quotidien des appartements, et ça a été le cas. Et puis à partir des années 90 arrive Internet, et donc selon le Forum économique mondial, nous allons avoir une nouvelle révolution qui en fin de compte un changement de civilisation, qui est la révolution 4.0. Donc qui est différent de toutes les révolutions que vous identifiez avant. Ah bah oui, parce que qui est les vraiment autres un changement. révolutions n'ont pas changé la nature humaine. C'est ça. Là, la révolution 4.0, c'est un profond changement, on va dire paradigmatique, parce qu'on veut changer l'être humain à travers le transhumanisme. Le transhumanisme est un mouvement qui considère qu'il peut être souhaitable pour ceux qui le souhaitent
de modifier et d'augmenter l'homme afin d'étendre le champ de ses possibilités et de ses libertés. Alors, quelle liberté on parle, je ne sais pas trop. Alors, effectivement, on parle d'intelligence artificielle. On est loin d'avoir atteint l'intelligence artificielle telle qu'elle nous est décrite. Il y a un peu de fantasme, mais on commence à avoir des machines qui font du traitement de l'information, mais on est loin d'avoir l'équivalent d'un cerveau humain. Ensuite, effectivement, on veut avoir des technologies d'implantation, une reconnaissance numérique, une traçabilité. Et puis même dans la révolution industrielle 4.0 de Klaus Schwab, on veut avoir une nouvelle forme d'humanité, une humanité qui soit contrôlée, contrôlable, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la 5e génération au niveau des antennes, voire la 6e génération, le modèle chinois. Donc, contrairement aux autres révolutions industrielles où on ne changeait pas la nature humaine, là, on veut changer profondément la nature humaine. Vous voyez, si vous regardez le Forum économique mondial dans ses perspectives pour 2030, il nous dit vous n'aurez plus de propriété et vous serez heureux. Donc, on bascule sur un régime mondial de type providentiel socialiste. Deuxièmement, il n'y a plus une puissance comme les États-Unis, mais une gouvernance collective. Il n'y a plus d'implantation d'organes, mais des impressions d'organes, ce qui prouve qu'on est déjà passé au stade d'une sorte d'étape cyborg, où vous avez encore beaucoup d'humains et peu de cyborgs, mais progressivement, il y aura de plus en plus de cyborgs et peu d'humains. On nous dit qu'il faudra diminuer la consommation de viande. Donc, on comprend que Bill Gates a investi dans la viande synthétique. Voilà. On nous parle de déplacements limités avec des unités carbone qui vont être très onéreuses. On nous parle aussi de grandes migrations du fait des catastrophes écologiques, en particulier de la principale, la catastrophe climatique, qui va nous amener à passer d'une dictature technico-sanitaire à une dictature écologique. On nous parle également d'envisager la colonisation d'autres planètes, Mars, ce qu'on appelle la terraformation. Et puis enfin, c'est assez mystérieux, on va tester les valeurs occidentales jusqu'à leur point de rupture. Vous voyez, c'est les différents points, un objectif sur 10 ans. Donc les autres révolutions industrielles n'avaient pas envisagé une vision globale en termes de gouvernance et puis une modification de la nature humaine. Alors, Martin Heidegger, le fameux philosophe bien connu, allemand, disait que finalement, il cherchait le point commun à la technologie. La technologie n'est pas une philosophie, elle est guidée par la notion d'utilité et de rendre le quotidien pratique. Il a introduit un terme de Gestell, c'est-à-dire sans limite. Donc là, on n'est plus dans la limite, puisque le but de cette révolution, c'est de modifier l'humaine nature au profit d'une humanité entièrement reformatée, si je puis dire, en quelque sorte, c'est une sorte de design biologique qui est proposé. Ça n'a rien à voir avec une révolution qui viendrait s'ajouter aux 3 autres. C'est un changement profond de civilisation. Alors, beaucoup de gens actuellement se battent pour garder leur travail. On pense à l'Oreca, c'est une réaction normale, mais dans ce plan du nouvel ordre mondial, dans ce plan, il y a quand même la volonté qu'une bonne partie, et c'est d'ailleurs Klaus Schwab qui le dit lui-même dans The Great Reset, que 70%, je pense, il parle de 70 ou 80% de l'Oreca va disparaître. On pense aussi que la culture, beaucoup de métiers de la culture vont disparaître. Dans ce programme mondial, de toute façon, il est prévu que ça disparaisse. Donc, on aura envie de dire aux gens qui se battent pour garder leur emploi maintenant, il faudrait plutôt penser autrement aussi. Ah mais tout à fait, parce qu'on annonce la disparition d'un grand nombre d'emplois. D'ailleurs, le docteur Laurent Alexandre dit que dans les futures embauches, on demandera à un humain qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée par rapport à un ordinateur. Vous voyez, je peux vous dire que déjà le médecin généraliste, sa durée de vie est comptée, puisque de même que les joueurs d'échecs ou les joueurs de Go ont été battus par les ordinateurs, Lee Sedol, joueur de Go, et puis Garry Kasparov, qui a été battu en 93 et 2004 pour Lee Sedol. C'est pareil, je veux dire, c'est une réforme profonde du rapport du patient au médecin. Donc, on peut imaginer qu'on sera chez nous, on se connectera à un site, on donnera ses symptômes. Il y aura
ordinateur qui vous donnera les probabilités de votre problème, et puis après, vous appuierez sur un bouton, donc plus besoin de pharmacien, un drone viendra vous apporter vos médicaments. C'est ce qu'Amazon prévoit déjà, ouais. Voilà, c'est ce qu'Amazon prévoit déjà. Donc, c'est la disparition du médecin, c'est la disparition du pharmacien. Alors, on gardera un petit pourcentage de médecins, peut-être, pour guider à distance des opérations avec des robots, mais assez rapidement, on supprimera le chirurgien. Et puis, on sait que c'est la disparition des bibliothécaires, puisqu'il y a des robots qui sont capables d'identifier un livre et de le remettre là où il était. Si vous avez un livre de mathématiques qui est sorti d'une étagère, il reviendra dans la même étagère. Donc, il y a une possibilité de discerner les thématiques. Les hôtesses d'accueil disparaîtront, les conseils financiers dans les banques vont disparaître, probablement les architectes, les universitaires. Plus besoin de payer un universitaire, il suffira qu'on ait un robot qui débitera son cours. Voilà, on pourra même avoir des options, vous voyez. Est-ce que vous préférez avoir un homme, une femme, jeune ou plutôt âgé est-ce que vous voulez qu'il ait les yeux bleus? Est-ce que vous voulez qu'il ait un léger accent amusant ou au contraire un accent qui correspond à votre nationalité? Donc, on peut s'amuser, mais c'est la fin de la société telle qu'on l'a connue. Alors, c'est la fin de la société qui est basée sur un sens communautaire. Et donc, un certain nombre de sociologues s'étaient intéressés à ce qui fait la cohésion d'une société. C'est ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, notamment le sociologue allemand Tönnies a beaucoup insisté sur le fait que les petites communautés, il y a des liens forts, affectifs, alors que les sociétés, les individus sont plus des individus dilués dans la masse, où les relations affectives sont remplacées par une sorte de hiérarchie sociale, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle les sociétés primaires et secondaires. Alors, évidemment, on devrait tous se mobiliser parce que l'enjeu, et d'ailleurs, le Forum économique mondial l'a bien montré, c'était vraiment pour eux l'opportunité d'imposer une nouvelle société qui n'est pas simplement une révolution industrielle supplémentaire, comme il y en a eu 3 autres, mais un changement de civilisation. Donc, on a plutôt la disparition des États-nations. C'est la raison pour laquelle l'Europe a déjà été un petit test d'une certaine façon, vous voyez, où chaque pays a en partie perdu une grande partie de sa souveraineté. Donc la géopolitique se divise en deux, si on veut simplifier. D'un côté, vous avez les nationalistes et de l'autre, les globalistes. Les nationalistes pensent qu'il faut maintenir l'État-nation et l'identité culturelle. Les globalistes pensent que ce sont des théories obsolètes. Alors c'est intéressant quand on confronte ces idées par rapport à ce que nous dit la science. Vous êtes bien d'accord ? Alors, quand on regarde le sens de l'évolution, parce qu'évidemment, un certain nombre de prophètes qui sont plus informés que des prophètes, comme Jacques Attali, nous disent que c'est une loi de l'histoire. Au fur et à mesure que le nombre de gens augmente sur Terre, on va vers une espèce de société globaliste. Alors, regardez l'évolution. Hein. On commence par avoir des êtres unicellulaires, des bactéries, des protozoaires, des paramécies, des amibes. Puis après, on a les premières cellules animales et végétales qui vont donner des êtres pluricellulaires, puis apparaissent les espèces, d'abord les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et l'homme. Donc on voit bien qu'on passe de la notion de vie unitaire à une vie plurielle. Alors que là, on fait l'effet inverse. Et quand on va dans un sens inverse, qu'on revient aux premières étapes de l'évolution, on appelle ça une évolution rétrograde. Ensuite, le physicien pourrait dire que quand vous avez un monde qui est à l'unisson, donc on peut imaginer une seule façon de parler, une seule économie, une seule nationalité, etc., bah, le système, il est uniforme. Et en physique, quand un système est uniforme, il meurt ou il n'évolue plus. Par exemple, si vous avez une source chaude et une source froide, bah, selon la thermodynamique, c'est ce qui a permis la première évolution industrielle, la source chaude donne généreusement sa chaleur à la source froide. Et au bout d'un certain temps, les deux sources atteignent la même température, on atteint l'équité thermique et le système n'évolue plus puisqu'il n'y a plus de différence de température et on dit que le système est mort. De même, quand vous avez deux concentrations d'un même produit, tant qu'il y a une différence de concentration, vous avez une évolution chimique, puis quand les deux concentrations atteignent la même valeur, le système n'évolue plus. Alors, au nom
également de l'écologie, qui est une forme de vision collective du vivant, eh bien, il faut de la biodiversité. Vous êtes bien d'accord que quand vous avez un monde où il y a une perte de biodiversité culturelle, bah, le monde s'appauvrit. Et ça, on voit bien que dans une forêt, si vous avez de moins en moins de biodiversité, bah, la forêt est en mauvaise santé. Voilà. J'ajouterais, ce qui est intéressant, alors ça, c'est la casquette de l'anthropologue, quand vous avez une nouvelle fondation d'une civilisation, si on prend par exemple la naissance de Rome, selon les historiens, Tite-Live et Plutarque, ils considèrent que ces deux jumeaux qui sont à l'origine de la naissance de Rome, la ville aux 7 collines, et Romulus et Rémus sont nés des amours soit de Rhea Silva, une vestale avec le dieu Vulcain pour Plutarque, ou avec le dieu Mars. Et ces deux jumeaux vont fonder la ville de Rome. Ils vont faire de ce que les latins appellent Urs, la cité. Ils vont tracer le contour. Et Rémus va sortir du contour tracé, des limites qui ont été tracées. Et il y a deux versions. Ou bien c'est Romulus qui va tuer Rémus, ou bien c'est un sicaire, c'est-à-dire une sorte de militaire, de mercenaire, étrusque qui va le tuer parce qu'il a dépassé la limite. Et donc la fondation est basée sur la mort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on parle beaucoup de mort potentielle, mais ça serait presque ce qui accompagne la naissance d'une nouvelle civilisation. Alors, il y a souvent une confusion entre ce qu'on appelle le sacré et la spiritualité. Le sacré est basé sur des sacrifices. Nos sociétés sont encore des sociétés sacrificielles. Alors au début, on a sacrifié des hommes, puis des animaux, puis après, il y a eu des sacrifices symboliques. Mais on n'a jamais enlevé ce côté archaïque dans nos sociétés. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle civilisation, bah, ça passe par des sacrifices. Et voilà, il faut distinguer le sacré du spirituel qui se rapporte plus du côté de la sainteté. Alors, pour répondre aussi dans le sens de votre question, pourquoi se faire vacciner? Alors, si vous avez peur du virus, ce que j'appelle les covidistes, vous avez raison. C'est une peur. Bon, bah, peut-être qu'il faudrait examiner votre peur. Est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose de réel ou d'imaginaire? En fin de compte, on peut dire que le Covid-19, c'est une sorte de super grippe. Mais effectivement, on nous a empêchés, en tous les cas en France, de pouvoir se soigner avec l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. On n'a pas conseillé de prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, ce qui est normal puisqu'on peut moduler notre défense immunitaire. Après, vous avez les comme-avantistes, je les ai appelés ainsi, c'est ceux qui veulent revenir comme avant. Bah, revenir comme avant économique. Alors, il y a les comme-avantistes économiques qui veulent revenir à une économie d'avant. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais enfin, en tous les cas, vu ce qui s'est passé, c'est peu probable. Et puis, il y a les comme-avantistes voyagistes, c'est-à-dire ceux qui veulent se priver d'une certaine forme de liberté avec le pass sanitaire pour pouvoir voyager. Mais évidemment, on voit bien qu'on est dans un engrenage. 3 vaccinations, puis 4, puis 5, puis ça sera sans fin, quoi. Ensuite, il y a ceux qui, malheureusement, sont contraints de devoir se vacciner parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Mais d'un autre côté, vous l'avez bien senti, on protège un emploi à courte durée, mais à moyenne et à longue durée, c'est un peu le projet du Forum économique mondial, c'est d'avoir une suppression de l'économie au profit de ce qu'on pourrait appeler un salaire universel. Donc, les gens auront un revenu de base, mais ne pourront pas faire grand-chose dans une société hyper surveillée. Alors, ce qu'on vit, bah, c'est à la fois intéressant et confrontant, comme je l'ai dit. Intéressant d'un point de vue anthropologique parce que ça nous amène à voir ce que c'est un être humain qui a subi une certaine forme de pédagogie. Par exemple, moi, j'ai des amis surdiplômés, comme on dit, docteurs, normaliens, etc. Ils ont du mal à comprendre la situation telle qu'elle est. Et vous avez le café du coin où ils avaient monsieur Robert qui a fait 0 études et qui comprend mieux. Donc attention, les études ont pu formater et justement, pourquoi ces gens sont formatés? Parce qu'ils ont été canalisés dans une discipline. Alors cette critique, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, Georges Bernard Shaw disait qu'à force de comprendre tout sur rien, on finit par comprendre rien sur tout. Donc, oui, c'est pas aussi ce que George Orwell reprenait sous le terme de décence ordinaire? Oui, il disait que les intellectuels ne pouvaient pas voir une évidence qui était devant eux, alors que les gens
qui étaient plus, disons, du peuple, avaient une capacité à comprendre des choses que des bac plus 7 ne pouvaient pas comprendre. Ben, c'est là où on voit le ravage de l'approche monodisciplinaire, une approche transdisciplinaire ou pluridisciplinaire permet d'avoir ce que j'appelle une éco-conscience, c'est-à-dire une conscience globale. Éco dans le sens écologique. Et donc, un autodidacte ou quelqu'un qui n'a pas fait d'études, ben, il n'a pas de barrière disciplinaire. Lui, il peut s'intéresser un peu à la physique, à sa façon, à la biologie. Il n'a rien à défendre, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas de position. Le gros problème, c'est que, comme on est dans c'est une sorte, j'ajouterais, un rituel de passage aussi. Alors ça, c'est un autre terme. Ce terme, rituel de passage, est dû à un anthropologue français qui s'appelle Arnaud van Gennep, qui a forgé et popularisé ce terme qui désigne le rituel qui accompagne ou prépare une personne qui va passer d'un état à un autre ou d'un statut à un autre. Par exemple, vous pouvez avoir un rituel de passage quand vous allez vous marier. Tout le monde le connaît, on enterre sa vie de garçon ou sa vie de jeune fille. Le bac était une forme de rituel de passage. Autrefois, les garçons qui portaient des culottes courtes jusqu'à l'adolescence et ensuite ils passaient aux culottes longues, c'était un rituel de passage. Vous avez des gens qui vont passer du monde profane au monde sacré, c'est une forme de rituel de passage aussi. Alors, Arnaud van Gennep distingue 3 étapes dans le rituel de passage. Une première étape, vous allez vous dissocier du milieu environnant, voire mourir à votre vie précédente, mourir symboliquement. Une deuxième étape qu'il appelle la marge, vous avez un pied dans votre ancien statut, un pied dans le nouveau statut, et puis enfin l'agrégation ou la réagrégation, où à ce moment-là, votre deuxième pied va aller dans votre nouveau statut. Si je reprends l'exemple du passage d'un monde profane à un monde sacré, bah vous avez au départ les 2 pieds dans le monde profane, vous décidez d'aller vers le monde sacré. Donc vous allez avoir un pied dans le monde sacré et un pied dans le monde profane. Vous avez une phase de transition que Victor Turner a appelé l'espace liminaire ou l'hymen, appelé par Arnaud van Gennep marge. Et puis enfin, vous allez mettre le deuxième pied qui était dans le monde profane, dans le monde sacré. Vous aurez les 2 pieds dans le monde sacré. Et à ce moment-là, bah, vous avez changé de statut. Vous avez changé de statut, comme on dit, d'un terme un peu savant. On a changé son statut ontologique. Bah, d'une certaine façon, ceux qui se font vacciner, en dehors des pressions dans le travail, c'est un peu une façon d'exprimer un rituel de passage vers le grand reset, puisque finalement, le grand reset, c'est-à-dire, on est tous d'accord, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il faut réformer le monde, l'économie et tous les rouages de notre société, mais il y a une opposition à 180 degrés. Il y a ceux qui veulent un grand reset où l'individu est considéré comme peu mature, il doit être guidé, surveillé, façonné différemment. Enfin, c'est tout ce que veut le Forum économique mondial dans une approche globaliste. Et puis, vous avez le grand réveil où, au contraire, on considère qu'on n'a plus besoin de ces carcans, qu'il faut que l'homme retrouve des valeurs humaines. Et donc, c'est une vision radicalement différente. Et ben, vous avez ceux qui sont vaccinés, qui sont en rituel de passage vers le grand reset. Il y a ceux qui refusent de se faire vacciner, qui sont en rituel de passage vers le grand réveil. Et des fois, dans les rituels, vous avez des abstinences alimentaires, entre autres, qui vous amènent à retirer de vos habitudes certaines formes d'habitudes qui vont marquer votre passage d'un statut à un autre. Alors, 2 questions. Est-ce qu'on peut parler véritablement de changement civilisationnel? Est-ce que c'est pas encore pire? Puisque, d'après ce que vous décrivez, d'après ce que j'ai lu aussi, c'est vraiment la fin de ce qui fait de nous des humains, hein, quasiment. Oui. Et je peux citer ici Klaus Schwab dans l'ouvrage de la 4e révolution industrielle. Il dit « La 4e révolution industrielle a le pouvoir de robotiser l'humanité et d'ébranler ce qui était traditionnellement pour nous porteur de sens. Travail, communauté, famille, identité. » Et alors, il dit toujours son contraire, hein, c'est pour ça qu'ils sont fabuleux en termes de scission de leur esprit, ou bien au contraire, nous pouvons y trouver l'occasion de faire accéder l'humanité à une nouvelle conscience collective et morale basée sur le sentiment d'un destin commun. C'est à nous qu'il revient de faire en sorte que cette seconde hypothèse soit la bonne. On dirait qu'en même temps, il annonce la première et qu'il fait semblant de souhaiter la deuxième. Alors, première question, est-ce que c'est pas encore plus qu'un changement civilisationnel? Est-ce qu'on peut dire que quand on perd notre humanité, on reste dans une civilisation? Première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'on peut penser que, puisque le système, depuis plus de 2 siècles, a ponctionné jusqu'au bout les limites de ce que nous donne notre système terrestre,
et qu'avec 7 milliards d'humains, maintenant, ils peuvent plus continuer. Le rapport de Rome en 72 ou 73, mais chaque fois, l'avait annoncé. C'est des grands industriels qui l'avaient commandé, et ils se sont dit, on va aller jusqu'au bout, et maintenant, il faut faire autre chose. Le système productiviste, consumériste n'est plus possible avec 7 milliards d'humains, et donc on passe au Great Reset. Alors oui, alors déjà pour répondre à la première question, oui, c'est plus qu'un changement de civilisation, c'est un changement dans l'évolution. Vous voyez, à ce moment-là, on va dire le sommet de la pyramide, hein, on annonce des fois les 1%, les oligarques veulent jouer le rôle de moteur de l'évolution. Mais quand l'évolution a choisi une voie, c'est au nom de 3,5 milliards d'années d'essais, d'erreurs, de rectifications. Là, c'est simplement la vision d'un certain nombre d'individus. Et c'est là où, effectivement, on s'aperçoit que l'être humain, déjà, il a été éduqué pour être un suiveur, c'est le suivisme. Donc, beaucoup de gens suivent. Et c'est dans la pyramide des besoins de Maslow. Abraham Maslow, c'était un psychologue qui, à l'époque, avait posé une bonne question. Qu'est-ce qui fait que des gens sont équilibrés plutôt que de voir le déséquilibre des gens, ce qui était un peu l'objectif de la psychologie. Il constate qu'il faut des besoins satisfaits. Donc, le premier besoin, c'est manger, boire, dormir. C'est les besoins physiologiques de base. Après, vous avez un deuxième étage, c'est le besoin de sécurité et de normes. Puis, un troisième étage, c'est le besoin d'amour et d'appartenance. Les trois premiers étages sont les besoins premiers d'un individu. Puis après, vous avez des besoins supérieurs, comme l'estime de soi et surtout la réalisation de soi. À l'époque, on pensait qu'il fallait monter les marches les unes après les autres. On pensait que nos sociétés démocratiques avaient passé le cap des deux premiers besoins, normes, sécurité, besoins physiologiques. L'appartenance, on admettait qu'il y avait différentes formes d'appartenance, mais pas aussi radicales que celles qu'on nous propose. Et puis, l'estime de soi, la réalisation de soi pouvait arriver si l'individu le souhaitait, mais ce n'était pas une option forcément partagée par tout le monde. En fin de compte, on s'aperçoit dans le coaching, la réalisation de soi est fondamentale. Et j'en profite pour pointer du doigt le fait qu'en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, tous les étages de la pyramide des besoins de Maslow ont été attaqués, y compris le premier, qu'on croyait à l'abri dans nos sociétés démocratiques. Alors, effectivement, oui, c'est pas un changement de civilisation, d'ailleurs, c'est une nouvelle civilisation où l'être humain n'est plus entièrement humain, mais doit, en quelque sorte, coexister, une sorte de symbiose avec ce qu'on lui propose de transhumain. Alors on voit bien que ça arrive progressivement parce qu'on veut nous faire croire que l'homme est faible. Les postulats sur lesquels repose le transhumanisme sont les suivants. L'homme est faible, à la preuve, il tombe malade, et puis même il meurt, donc il y a une peur de la mort. Deuxième point, c'est que l'homme est quand même pas très très intelligent. Il a une intelligence limitée où quelques individus peuvent avoir une intelligence brillante, mais le commun de l'humanité ne l'est pas. Puis il y a une limite à l'intelligence. On voit bien, par exemple, les jeux de Go. Dans le Go, vous avez 10 puissance 150 à 10 puissance 762 possibilités. Et un individu, aussi brillant soit-il, ne peut pas rivaliser avec un ordinateur. Donc, vous voyez bien qu'on nous met en compétition avec l'ordinateur. Et puis, l'être humain, il faut le surveiller au niveau de sa santé. Et puis surtout, on nous fait passer le message qu'il n'est pas assez robuste pour pouvoir s'en tirer seul. Autrefois, il y avait toujours des virus, puisque l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des virus et des hommes. Et on avait tous une défense immunitaire. On l'oublie, mais chaque année, il pouvait mourir 12 000 personnes de la grippe parce que les gens ont atteint un grand âge ou sont malades ou polymédiqués, mais on n'avait pas paralysé tout un monde du fait de l'arrivée d'un virus qui fait en gros 0,03% de mortalité, c'est-à-dire il y a 99,7% de gens qui s'en tirent. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on est passé de l'irrationalité à la rationalité. Alors l'irrationalité, c'est une rationalité économique, vous avez bien compris, parce que le but, c'est de nous amener, c'est ce que nous dit Klaus Schwab, l'opportunité d'aller vers le grand reset. Et le Covid est là comme
une chance et il faut s'en saisir. Avant, ce qu'on disait, c'est qu'une pandémie, c'était une épidémie qu'on retrouvait sur les 4 coins de la planète et qui avait un haut taux de mortalité. On a enlevé le haut taux de mortalité. Par exemple, la tourista, on peut la considérer comme une pandémie, puisqu'on la retrouve aux 4 coins de la planète dès qu'un individu n'est pas dans son écosystème bactérien. Et puis, avant, ce qu'on appelait l'immunité de groupe, c'était au moins 50% de gens qui avaient été en contact avec l'agent pathogène. Maintenant, c'est 60, après on est passé à 80, 90%, vous voyez, c'est flou, de gens vaccinés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lisait encore en 2020 dans les ouvrages sérieux d'immunologie. Vous voyez, on a modifié les définitions. Alors, on doit être aidé parce que notre défense immunitaire n'est pas assez forte, donc il faut nous vacciner. On doit être augmenté parce que notre intelligence n'est pas assez puissante. On doit avoir des exosquelettes parce que, effectivement, notre corps n'est pas assez robuste. Il faudrait des nouvelles performances au niveau sportif. Donc, concrètement, le transhumanisme repose sur 3 points essentiels pour l'instant. C'est l'allongement radical de la durée de vie avec suppression, voire annulation du vieillissement, voire la mort de la mort. L'augmentation cognitive, c'est-à-dire plus d'intelligence, de créativité, d'empathie. Et puis, une augmentation prosthétique, c'est-à-dire on rentre dans le règne des prothèses, des exosquelettes, de la commande par la pensée, de l'interaction par la pensée, de la communication par la pensée. Enfin, à peu près ce qu'on veut. Bon, évidemment, il y a des dangers. Premièrement, il y a des risques pour la société parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Et il y a un accroissement des inégalités parce que si on a des gens qui peuvent vivre 300 ans, qui ont une force herluckéenne et un cerveau considérablement dopé, on va revenir au schéma mythologique. Il y aura les dieux, comme nous dit Laurent Alexandre, les demi-dieux et les mortels. Ensuite, il y a un risque de dépendance au secteur privé. Imaginez que vous avez acheté une prothèse et puis telle entreprise décide de ne plus la faire. Qu'est-ce que vous devenez si vous n'avez pas l'argent pour modifier? Ou comme les ordinateurs, il y aura des individus qui auront été limités à un modèle X.0 et puis on est passé au modèle X.10 avec le temps. Il y a une profonde dépendance à la marchandisation. On marchandise tout, c'est un risque pour la société. Donc, vous voyez, on nous fait rêver, mais on voit bien que les géants du net qui sont très actifs dans le transhumanisme n'ont pas jusqu'à présent montré leur caractère humaniste. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour une partie de l'élite. Puis au passage, ça va régler le problème de la surpopulation. Alors pour la deuxième question, effectivement, je ne pense pas qu'on ait atteint le seuil de surpopulation, mais par contre, c'est évident, on a très mal exploité la terre et on a une très mauvaise occupation des sols. Vous voyez, la concentration dans les villes, on annonce des villes de plus de 100 millions d'habitants avec le lot de stress, d'agressivité, etc., qui vont obliger évidemment des reconnaissances faciales par ces caméras, etc. Je crois que on a très mal exploité les sols, on a très mal occupé les sols et qu'on pourrait très bien, dans une vision très écologique, pouvoir faire face sans ces côtés drastiques à la surpopulation. On parle aussi des oligarques, oui. Du deep state, l'État profond. Ça, évidemment, actuellement, dire ce mot, c'est peut-être complotiste. Mais expliquez-nous un peu, les politiques, les gouvernements ne dirigent plus. Ils sont des bras armés de ces oligarques. C'est qui? C'est Soros? C'est Gates? Il y en a plusieurs. Il y en a même qu'on ne connaît pas. Alors, déjà, complotiste, je dirais questionniste. Dans l'histoire de l'humanité, la question est au centre de la vie de l'homme. Un enfant, quand il arrive, il demande pourquoi, il questionne, ça fait partie de son développement. Donc, ne pas se questionner, ça serait la mort de la pensée, la défaite de la pensée. Et c'est un peu ce qu'on voit, c'est la défaite de la philosophie. L'Europe qui se targue d'avoir été, grâce à la Grèce, à l'origine de la philosophie, renonce à un questionnement, comme si on devait suivre aveuglément. En fin de compte, on revient au vieux schéma qu'avaient les... Malheureusement, on va être obligé de... Ça pourra peut-être choquer des gens, mais le Troisième Reich avait pris comme société modèle les insectes sociaux, la ruche d'abeilles ou la fourmilière ou la termitière.
voyez, à une structure pyramidale, vous avez une reine dans une ruche ou plusieurs dans une fourmilière. Et puis, il y a une espèce de communication par des phéromones. Ça ressemble un peu à ce qu'ils veulent mettre en place, hein, des technologies d'implant. Et puis, vous avez une structuration de la société des abeilles. Vous avez les ouvrières, vous avez les abeilles qui défendent la ruche d'abeilles, vous avez les faux bourdons, vous avez les nourricières, et tout ça est parfaitement hiérarchisé. Et on a un système de caste, comme on avait autrefois dans l'Inde. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est plutôt le psychanalyse. Je pense que quand on peut tout se permettre, acheter tout, on a besoin de transgression. Vous voyez, imaginez, vous pouvez tout vous acheter. À un moment donné, il y a en vous une perte de joie, de stimulation, à ne pas pouvoir aller plus loin dans ce que vous pouvez acheter. Donc, il rêve On dépasse toutes les limites, quoi. Comme un petit Monopoly, vous voyez, où on jouerait. Alors, effectivement, il y a on est un peu étonné de voir Bill Gates, qui est présenté d'ailleurs comme un génie de l'informatique alors qu'il n'a jamais eu son diplôme. Il a comment dirais-je, breveté ce que les autres avaient mis au point, Linux, ou Steve Jobs qui a compris simplement qu'il fallait un appareil qui a un design. Donc on nous a présenté des gens comme des super intelligents qui, du fait de leur intelligence, avaient une avance sur le commun des humains et ils avaient déjà rêvé une société pour nous. C'est tout simplement le fantasme de gens qui veulent un pouvoir absolu, quoi. Un pouvoir absolu. Donc, évidemment, le règne des dictatures, c'est de pouvoir repérer dans l'œuf le dissident. Donc, si on peut avoir un moyen de marquer chaque individu et de repérer celui qui ne pense pas comme les autres, on peut l'éliminer ou le repérer. Voilà. Mm-hmm. Je crois que, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas juste. Donc, je crois à la justesse des choses. Je crois que l'univers est tout sauf non juste. Dans l'Antiquité, on parlait de la déesse Mat, la déesse qu'on représentait par une plume, qui était là pour établir de la justesse, de l'équilibre, de l'harmonie, et qui rectifiait tout ce qui pouvait être déséquilibré du fait de l'intervention de l'homme. Voilà. Est-ce que quand vous nous parlez de ce qui va non, c'est même pas ça. Est-ce que vous nous parlez de ce qui va se passer? Parce que votre notion du futur peut aussi être, votre concept du futur peut être différent. Est-ce que vous évoquez ce qui pourrait se passer? Oui, alors là, c'est plutôt ma casquette de physicien. Moi, j'ai beaucoup travaillé en physique théorique sur de nouvelles modélisations du temps. Donc, par exemple, vous voyez, la modélisation qu'on a tous reçue par notre éducation, sans qu'on ait beaucoup reçu d'heures de formation, c'est un temps qui est représenté par une droite avec une flèche au bout. C'est quelque chose d'assez mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'est le temps. C'est une prison à roulettes, mais ça s'écoule à vitesse régulière et d'une façon irréversible. Alors, et linéaire. Et linéaire, bien sûr. Cette modélisation du temps linéarisée et unidirectionnelle est due à Newton, qui définit le temps comme un temps vrai, absolu, mathématique, sans relation quelconque avec quoi que ce soit d'extérieur et qui, en lui-même et de par sa nature, coule uniformément. C'est ce qu'il dit dans ses principes de mathématiques. Alors, la physique de l'infiniment petit, autrement dit la physique quantique, a montré que le temps pouvait aussi changer sa flèche, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un temps qui va du présent au futur, on peut avoir un temps qui va du futur au passé. Et en particulier dans une discipline qui s'appelle la théorie quantique des champs, qui a valu à Richard Feynman le prix Nobel de physique. Effectivement, on a, au niveau des antiparticules, ces flèches du temps inversées. Moi, je considère que le futur est multiple. C'est un peu l'enseignement de la physique quantique qui commence à investir le monde du vivant, parce que pendant de nombreuses années, on disait attention, la physique quantique est réservée aux atomes, aux particules, aux molécules, mais pas aux cellules. On s'aperçoit que la photosynthèse a en partie des explications et des descriptions quantiques, que l'olfaction chez l'être humain peut avoir une description quantique, que l'enzymologie, qui est fondamentale, parce que sans les enzymes, les réactifs de notre corps réactif, les macromolécules biologiques ne pourraient pas se transformer en produits. Ils ont besoin d'être accélérés dans leur transformation réactif-produit. Ce sont des enzymes qui sont des protéines qui ont des fonctionnements quantiques, la migration des oiseaux voyageurs, certaines réactions du métabolisme et plein d'autres choses. Donc le monde quantique commence à investir le monde de la biologie. Il est probable que l'être humain est un être mi-classique, mi-quantique. Et donc pour moi, le futur est multiple. Et c'est une possibilité. Et donc, nos émotions peuvent sélectionner certaines potentialités futures
À nous de faire attention. Donc, évitons d'être en colère, d'être dans la peur, dans le stress, l'anxiété, parce que ça fait venir les futurs correspondants au grand reset. Si vous pouvez être dans la bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, dans la joie, voire dans l'amour, vous avez plus de chances de faire venir le grand réveil. C'est-à-dire que nous avons une action sur ces temps potentiels qui sont multiples. Et d'ailleurs, les anglo-saxons appellent la physique quantique la science des possibles, pour bien montrer qu'une particule, elle n'a pas une position, mais un ensemble de positions. Elle n'a pas une trajectoire, mais un ensemble de trajectoires. Elle n'a pas une vitesse, mais un ensemble de vitesses. Et au bout de chacune de ces trajectoires, il y a un ensemble de futurs. Et donc, la particule, elle a des états superposés et il y a un futur qui va s'imposer par rapport aux autres. Et donc, généralement, on dit que la physique quantique est une physique participative, c'est-à-dire que le futur qui va être sélectionné dépend de l'interaction du physicien qui fait sa mesure. Donc, on ne peut plus séparer celui qui fait la mesure de l'objet de sa mesure. On dit que le physicien est un participant. Donc, nous sommes des citoyens participatifs au sens où notre état intérieur intervient. Et donc, c'est à nous de trouver un état intérieur différent. De même, peut-être qu'il faut d'autres formes de résistance. Je pense que les manifestations, qui sont toujours utiles, mais ont été surtout utiles au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles formes d'opposition que celles qu'on a l'habitude de voir? Et la principale opposition, c'est l'opposition intérieure. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé une opération avec l'île d'Ibiza. Oui, Rise Up. Voilà, parce que voilà, le Rise Up Ibiza, c'est un cluster. Donc, si vous avez des gens qui se mettent dans un état intérieur qui est plutôt animé par des énergies hautes, il y a un effet laser, on va plutôt sélectionner un futur correspondant à notre état émotionnel, donc le grand réveil. Et donc, ça crée un phénomène qu'on appelle la coopérativité, c'est-à-dire quand vous refroidissez de l'eau, avant qu'on atteigne un bloc de glace, on a des petits domaines qui sont déjà solides, qu'on appelle des clusters, qui ensuite vont progresser, fusionner les uns dans les autres pour transformer la totalité de l'eau en bloc de glace. Et quand un petit domaine de glace apparaît, ça accélère l'apparition de domaines plus grands qui eux-mêmes vont accélérer l'apparition de domaines encore plus grands jusqu'à ce que l'ensemble, on appelle ça une coopérativité, bascule de l'état liquide à l'état gazeux. Ça serait la même chose si on refroidissait l'eau, si on réchauffait l'eau, par exemple, pour avoir un passage de l'état liquide à l'état de vapeur. Et quand on dire... nous avons dans nos globules rouges des protéines qui s'appellent hémoglobines qui fixent 4 molécules d'oxygène. Quand une première molécule d'oxygène est fixée, ça accélère la fixation d'une deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation d'une troisième et enfin d'une quatrième. Donc ces trois exemples pris dans l'eau avec la vaporisation et la solidification ou la respiration montrent que la vie est basée sur la coopérativité, c'est-à-dire un même phénomène itératif est accéléré. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on estime qu'on va accélérer l'apparition d'autres clusters quelque part ailleurs. Alors, il y a une étude qui évidemment a donné lieu à des controverses, qui a été menée par deux politologues américaines, Erika Chenoweth, qui est politologue à l'université d'Harvard, et Marianne J. Stephan, qui a été ex-directrice de l'action non violente de l'Institut de la paix aux États-Unis, qui ont regardé sur à peu près 103 ans 363, à peu près 300 conflits, on va dire. Elles ont essayé de voir les points communs. Alors, les points communs, c'est qu'il y a plus de chances qu'un conflit renverse un régime s'il est non violent. Il va drainer avec lui 4 fois plus de gens. Et puis, il faut au moins 2,5% de la population intéressée par ce changement de régime. Ce qui fait qu'on passe de la masse critique à l'information critique. Vous voyez, c'est pas la même chose. On est dans le domaine immatériel. La masse critique, c'est une notion qui vient de la physique nucléaire, c'est la quantité d'uranium fissible qui permet d'avoir une réaction en chaîne contrôlable pour éviter une explosion spontanée. Et s'il n'y en avait pas assez, la réaction en chaîne ne serait pas en mesure d'entraîner une explosion nucléaire. Donc il faut une masse critique. Dans le domaine de l'immatériel, évidemment, c'est une information critique, donc 2,5% d'une population. Donc ça m'a amené à réfléchir en me disant que finalement, cette étude intéressante montrait qu'il y avait 2 fois plus de chances d'avoir
un renversement de régime et un changement de futur si on était animé d'une cause non violente et si on impliquait au moins, c'est supérieur ou égal, 2,5% de la population. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Souvent, on est découragé en disant on n'est pas assez, etc. Donc, à l'île d'Ibiza, on a calculé, il y a à peu près 150 000 personnes. Si vous en prenez 2,5%, ça fait à peu près 5 500 personnes. Alors, on n'a pas atteint les 5 500 personnes à l'intérieur de l'île d'Ibiza, mais à l'extérieur, si on intègre des gens, on a dépassé, on a plus de 10 000 personnes. Et donc, on espère que ce premier cluster va entraîner l'émergence d'un cluster plus gros, comme les petits domaines de glace ou de solides qui apparaissent dans un liquide dont la température est modifiée, de façon à déclencher une réaction en chaîne. Est-ce que vous voyez déjà des effets? Donc, si je comprends bien, vous travaillez sur l'individu d'abord, sa conscience, son être au monde, Oui, c'est ses ça. pensées, qui après, on n'est pas dans une logique individualiste. On commence par l'individu qui après s'associe, s'allie à d'autres C'est pour ça. former un groupe. Est-ce que vous voyez que c'est une influence sur d'autres, puisque le groupe a augmenté, je suppose. Parce qu'il Oui, faut c'est aussi une savoir. influence. Les gens qui sont dans le groupe, j'ai ce que j'appelle une philosophie que je qualifie d'égoïste altruiste. C'est-à-dire, il faut d'abord être bien dans sa vie pour aider la collectivité et non pas essayer de dissiper son mal-être en se lançant dans un combat collectif, mais en gardant son mal-être intérieur. Les gens qui sont dans le cluster vont bien. Ils ont plus d'émotions hautes, ils ont plus de discernement. On est dans une guerre, d'une certaine façon, des futurs. Certains la qualifient de guerre spirituelle, parce que derrière le grand reset, il y a une forme de spiritualité aussi qu'on veut nous imposer, une religion unique. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez bien ce que je veux dire. Et de l'autre côté, on a une autre façon de concevoir le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est pas être surveillé. Je pense que les gens sont quand ce qu'on voit, qu'est-ce qui entraîne la dégradation d'une société, c'est la disparité des revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des enjeux de pouvoir sur un territoire, quand vous avez des enjeux religieux ou autres. Mais si on a une autre façon d'éduquer les gens, je pense qu'on peut arriver. Moi, un bébé, c'est une ardoise magique. Hein, il peut complètement être ouvert au niveau de sa tolérance, son intelligence, ou au contraire complètement fermé. Donc, Oui, mais Edwin Warganoff, l'intelligence relève plus de l'acquis que de l'inné. Vous voyez, Edwin Warganoffer, je ne sais pas si vous voyez le documentaire Alphabet. Je rebondis parce qu'il dit, je crois qu'une de ses premières phrases au départ, c'est de dire que 90% des enfants à la naissance sont des génies et qu'on peut, chez chacun, développer quelque chose d'exceptionnel. Complètement. Quand vous voyez la vitesse avec laquelle le cerveau d'un enfant se développe, quand vous voyez le peu de temps qu'il lui faut pour apprendre un langage, si vous avez, moi j'ai regardé mon petit-fils se développer, c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. La vitesse avec laquelle ça se forme. Donc, je pense il faut rétablir l'équilibre entre l'inné et l'acquis. D'ailleurs, actuellement, la biologie est en train de rétablir les travaux de Lamarck. Vous savez, Lamarck pensait qu'il y avait une possibilité de transmission acquise des caractères. Et puis Mendel, en 1865, a balayé ça en disant qu'il y avait une hérédité innée, mais pas acquise. Or, le débat a été relancé. On s'est rendu compte que, par exemple, un type de souris qu'on appelle agouti, en anglais, c'est vorace, sont des souris qui sont d'un pelage orange, 3 fois plus grosses qu'une souris normale. Et évidemment, comme elles sont obèses, elles ont à la clé des risques qu'on trouve chez les gens qui souffrent d'obésité génétique, hypertension, diabète, risque de problèmes cardiovasculaires, durée de vie limitée. Si on donne à ces souris de la vitamine B12, de l'acide folique et de la cystéine, elles redeviennent normales. Donc, ce n'est pas là le plus intéressant. C'est le triomphe de la nourriture, on va dire la nutrithérapie, mais c'est que ces souris mâles et femelles sous supplémentation alimentaire, vitamine B12, acide folique et cystéine, si elles se reproduisent, elles vont donner naissance à des souriceaux qui vont devenir adultes et qui n'auront plus besoin d'être sous ces 3 molécules. Et en fin de compte, on s'aperçoit que la molécule d'ADN, c'est comme un fil qui fait 2 mètres quand on le linéarise. Et ça doit rentrer dans une cellule qui est 1 million de fois plus petite qu'elle. Donc, il faut vraiment un travail de contorsionnisme. Et la nature a résolu le problème comme l'homme l'a résolu en entourant un bout de ficelle autour d'un cylindre. On peut compacter une ficelle qui peut atteindre 3 mètres.
Bah, de même, l'ADN est entouré autour de protéines qu'on appelle les histones. Et donc, une cellule, bah, quand elle doit activer un gène, c'est-à-dire amener ce gène à fabriquer une protéine, eh ben, elle va se désenrouler localement. Et donc, les histones vont amener ce désenroulement. Et puis, quand le gène est réprimé, bah, les histones répriment le gène. Alors, ça se traduit par une fixation sur le gène d'une molécule qui s'appelle le groupement méthyle, donc un gène hyperméthylé. Alors, méthyle, c'est un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Quand un gène est hyperméthylé, il est rendu muet. Et quand un gène est hypométhylé, il est rendu actif. Et on s'est rendu compte que les gens qui avaient subi des maltraitances physiques ou psychiques, au niveau de certaines régions du cerveau, notamment l'hippocampe et l'amygdale, eh bien, il y a des gènes qui sont réprimés, notamment le gène qui prend en charge le transport du cholestérol, pas du cholestérol, du cortisol, pardon. Et donc, le cortisol, quand il est pris en charge par un récepteur, il peut agir sur l'ADN et amener l'ADN de la personne qui a surproduit du cortisol, qui est associé au stress, à produire des protéines d'adaptation au stress. On se rend compte que, par exemple, un individu chez les souris, un jeune souriceau qui n'a pas été suffisamment léché, eh ben, adulte, il va être craintif, il va être plutôt agressif, et quand il aura une situation stressante, il ne saura pas la gérer en dehors d'une hyper-agressivité. Alors que le jeune souriceau qui a été normalement léché par sa mère, donc contact, aura plutôt un comportement détendu, sera plus curieux, et en cas de stress, sera mieux géré. En tous les cas, il ne va pas gérer son stress par une hyper-agressivité. Et donc, on a des tas d'exemples de ça qui montrent qu'il faut rétablir l'équilibre entre l'hérédité innée et l'hérédité acquise. Et donc, une société, l'environnement peut amener de la maltraitance physique ou psychologique et un comportement vis-à-vis des individus. Donc, si vous voulez, l'épigénétique a été définie par Waddington, qui est un des premiers à employer le terme d'épigénétique comme un dialogue permanent entre l'environnement et la génétique. On est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Ah oui, oui. Ben, l'être est un être complexe, et avant d'être un individu, l'être est pluriel, ce qu'on voit. Avant d'être un individu singulier avec un nom de famille et un prénom, on est déjà... on appartient à une famille, on appartient à une ethnie, on appartient à une classe sociale, on appartient à un travail, on appartient également à une nation, vous voyez, et donc on peut dire que l'être est pluriel avant d'être un être individuel. Et donc, on a aussi les seuls mammifères. L'ingénierie sociale, c'est essayer de s'adresser à l'être pluriel plus qu'à l'être individuel. Vous voyez, l'être pluriel a besoin d'une appartenance de groupe que l'être singulier ressentira moins. Donc l'ingénierie sociale est née avec les travaux d'Édouard Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud. Félix, on l'avait appelé le spin doctor ou le manipulateur du cerveau des personnes, ou le père de la propagande, de la persuasion. Et il avait défini l'ingénierie sociale ainsi: la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes orientées des masses est important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement le pays ou la nation. Alors, il a publié différents ouvrages qui ont inspiré d'ailleurs Goebbels, qui était responsable de la Propagandstaffel, la cristallisation de l'opinion publique. L'ouvrage de 1928, Propaganda, qui a été son ouvrage principal, et puis après, l'ingénierie du consentement en 1955, où c'est un de ses derniers ouvrages où il dit que finalement, si vous comprenez la logique et les mécanismes qui règlent le comportement d'un groupe, vous pouvez contrôler les masses à leur insu et à votre plaisir. Donc, il vient de la publicité, donc il a commencé dans la publicité et puis il a fait un coup d'éclat puisque les industries de tabagie lui avaient demandé de faire fumer les femmes. Il a organisé en 1928 une manifestation qu'il a appelée la retraite au flambeau des brigades de la liberté, où des femmes avec des flambeaux ont revendiqué leur libération féminine. C'est à l'époque, on parlait des suffragettes, parce qu'elles fumaient. Il a amené les gens à associer fumée et liberté chez les femmes. Et donc,
il a mis à contribution les magazines, mais également Hollywood, Marlène Dietrich fumait. Il a été jusqu'à effectivement intervenir dans l'arrêt de certains régimes au Guatemala ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Jacobo Arbenz. Oui, notamment, exactement. on est au fait là de la manipulation des masses, hein. On peut le dire, là, elle est parfaite avec les réseaux sociaux, la Oui, télévision. si vous regardez, vous voyez par exemple la façon dont on a fait le marketing de la vaccination. Alors, Cialdini a établi 6 clés pour vendre un produit. La première clé, c'est ce qu'il appelle l'engagement. On vous donne un échantillon, essayez, vous n'avez rien à perdre. Et finalement, une fois que vous avez été dans la théorie de l'engagement, vous avez une deuxième clé qui est la réciprocité. Donc, si on vous donne quelque chose, en réciprocité, vous vous sentez obligé de donner quelque chose. C'est pour ça, par exemple, si on vous donne une fleur, vous êtes plus gêné si ensuite cette même personne vous demande une petite pièce. Vous voyez ? Ensuite, vous avez l'autorité. Donc, c'est bien, par exemple, si vous avez de la lessive, de faire intervenir un grand scientifique, pourquoi pas un prix Nobel de chimie. Puis après, vous avez l'agrément, quand une vedette vous recommande le produit. Puis après, vous avez la pénurie. Effectivement, quand il n'y en a plus, les gens ont peur de ne pas en avoir. Et puis enfin, vous avez la preuve sociale. Regardez comment ça s'est passé. Vous avez fait une première injection, donc ça vous amène à aller vers une deuxième injection, ou les aides qui ont été versées aux commerçants en France, par réciprocité, ils sont obligés de suivre un peu la politique gouvernementale. Après, on a eu la réciprocité, ça c'est la réciprocité, on a eu l'agrément avec les vedettes et l'autorité qui a précédé l'agrément avec les docteurs qu'on a vus sur tous les plateaux. L'agrément, ça a été plutôt des vedettes de cinéma ou de la chanson. Puis après, on nous a fait le coup de la pénurie. Puis enfin, en dernier, vous avez la preuve sociale. Si tout le monde se fait vacciner, c'est forcément bon. Et donc, on est en mesure de faire évoluer l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle les fenêtres d'Overton. Donc, si on prend par exemple, on cite souvent l'exemple du cannibalisme, c'est impensable. Puis après, les gens ont une position radicale, acceptable, raisonnable, populaire et politique. Alors, par exemple, comment on fait pour faire évoluer l'opinion ? Au départ, vous partez d'une opinion qui est résolument contre le cannibalisme. Vous créez un petit groupe de think tank, comme on dit, de chercheurs qui vont revisiter le cannibalisme. Et donc, vous allez faire passer l'idée de l'impensable au radical. Et puis, ces scientifiques vont dire c'est pas si stupide que ça d'envisager le cannibalisme. Dans certaines circonstances, ça a pu sauver l'humanité. Alors, on fait venir des préhistoriens, des biologistes, des physiologistes. Ensuite, on fait passer l'opinion du radical à l'acceptable. Donc, on change le nom. Plutôt de parler de cannibalisme, on parle d'anthropophilie. Vous voyez, voilà. Et puis, on dit, finalement, c'est pas si mal que ça. Finalement, on fait progresser l'idée. Après, on fait passer de l'acceptable au raisonnable. Donc, on commence à dire, finalement, pourquoi on interdirait le cannibalisme ou l'anthropophilie, puisque ça serait limiter la liberté. Puis après, vous faites passer du raisonnable au populaire, vous faites des séries sur Netflix ou à la télévision où effectivement un avion se scratch et puis on fait appel à l'anthropophilie. Puis après, si l'économie peut s'y mêler en disant finalement on est en pénurie de protéines, pourquoi pas utiliser le cadavre des morts. Et à ce moment-là, vous avez fait basculer l'opinion de l'impensable jusqu'à l'acceptable. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait maintenant. Toutes les graduations de l'opinion, impensable, radicale, acceptable, raisonnable, populaire et politique. Et donc, oui, c'est complètement ce qu'ils ont fait maintenant pendant plus de 18 mois. Oui, c'est ça. C'était mis au point par Joseph Overton. C'est une façon de faire évoluer l'opinion publique. Vous voyez, les gens, au départ, si on leur avait dit qu'ils se feraient vacciner, ils auraient dit non, jamais. Et puis finalement, on arrive à assouplir l'opinion publique, mais il faut du temps. Il faut du temps, et donc, voilà, en fonction des moyens, avec les médias, avec tout un... Il faut répéter, voilà.
Klaus Schwab, dans son livre de la quatrième révolution industrielle, hein, qui préfigure le degré de reset, dans l'encadré 9, il parle de santé et confidentialité. Je lis vite un petit extrait. L'évolution actuelle des dispositifs portables de santé laisse entrevoir à quel point les questions de confidentialité sont complexes. Plusieurs compagnies d'assurance envisagent de faire cette proposition à leur assurés. Nous vous offrons un rabais sur votre prime d'assurance à condition que vous portiez un dispositif qui surveille votre santé et que vous acceptiez que ces informations soient communiquées à votre mutuelle. Il donne cet exemple où on pourrait leur suggérer, et puis il dit, allons plus loin, imaginons que c'est l'employeur qui demande à son personnel de porter cet appareil enregistreur de données de santé parce que l'entreprise veut améliorer sa productivité et peut-être aussi réduire les coûts d'assurance maladie. Si l'entreprise oblige les salariés récalcitrants à obéir ou à payer une amende, que va-t-il se passer? Ce qui apparaissait précédemment comme une décision personnelle devient une question de conformité aux normes sociales qui peut paraître inacceptable. On dirait vraiment qu'ils nous expliquent comment ils ont fait pour la vaccination, pour rendre un élément qui aurait paru obligatoire, en fait, un choix personnel. On est vraiment dans une manipulation profonde des sujets. Oui, bien sûr. Bah, tout est à la portée de tout le monde, mais il faut faire les liens, il faut essayer de comprendre. Oui, c'est la novlangue. On fait la guerre comme dans 1984 pour assurer la paix. On accepte de restreindre ses libertés pour plus de liberté, etc., etc. Bah, oui, on sait que quand on a fait le séquençage du génome humain aux États-Unis, les gens qui avaient accepté de faire ce séquençage, les données ont pu être transmises à certains employeurs et ils ont perdu leur boulot. Donc on voit bien que, en plus, ça veut rien dire parce que si vous voulez, il y a deux visions différentes. Il y a ceux qui pensent que dès que vous avez fait l'identification de votre génome, vous savez toutes les maladies potentielles, et les épigénéticiens qui disent c'est une potentialité de maladie, mais elle ne va pas forcément s'exprimer. Si on faisait mon séquençage et le vôtre, on trouverait des risques peut-être de développer une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer, une hypertension, mais ça ne veut pas dire qu'on va le développer. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir une potentialité, elle est vite transformée en certitude, et c'est là où le pas est énorme. Donc il y a des tas de critiques qui se font actuellement sur ça, parce qu'effectivement, on veut avoir un risque zéro, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que vivre, c'est prendre un risque. Hein. Je veux dire, vous avez plus de chances, si vous restez au lit, vous aurez peu de chances de mourir d'un accident, mais il faut aussi admettre que la vie, ça se vit, ça présente des risques, et donc une société où les gens veulent avoir un risque zéro, bah, c'est une société qui est morte. Une société qui n'accepte plus non plus la mort. Et qui n'accepte pas la mort. On voit bien d'un point de vue anthropologique, on a confisqué la mort. Il y a peu de gens qui meurent chez eux, on meurt à l'hôpital, on ne veut pas montrer aux proches la mort. Donc on a des tas de gens qui ont une peur bleue de la mort, et c'est exactement ce qui a amené les gens à accepter toutes les mesures technico-sanitaires, parce qu'il y avait la peur énorme, la peur principe, comme on dit, fondamentale de l'être humain, qui est la peur de mourir. Ces gens qui essaient de penser autrement, je pense à Ibiza, qui essaient de faire autre chose, de créer, comme vous dites, des clusters pour contaminer les autres avec leurs idées. Eux et nous ici en Belgique et les autres qui essaient de mener un combat sont stigmatisés, ostracisés, attaqués. On essaie de les priver de leurs revenus. Oui, c'est la théorie du bouc émissaire, vous savez, c'est bien connu. Par exemple, quand on regarde, moi j'avais beaucoup étudié l'ex-URSS, hein, qui a été soumis à 72 ans de régime où on cherchait l'ennemi de classe. Vous voyez, une société qui met en place un apartheid, souvent c'est pour assurer une cohésion. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ceux qui sont vaccinés vont être en cohésion, donc ils vont essayer de pointer du doigt le non-vacciné, comme à une époque, l'ex-URSS pointait du doigt l'ennemi de classe, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, on pointait le juif, ou dans certains pays africains, on pointait du doigt l'ethnie à abattre, etc. Donc, comment dirais-je, ces procédés sont connus, donc ça permet de libérer une tension existentielle, une angoisse existentielle, en pointant du doigt l'ennemi de classe. D'ailleurs, le philosophe Karl Popper a dit que le communisme a raté son application en termes de régime politique, puisque plutôt que de désigner l'ami de classe, on a désigné l'ennemi de classe. Et donc, pendant l'ex-URSS, il y avait des tas de gens qui passaient leur temps à essayer de déceler un ennemi de la classe. Alors, l'ennemi de classe pouvait être le scientifique qu'on mettait dans l'hôpital psychiatrique,
ou le simple citoyen de l'ex-URSS qu'on mettait au goulag. Et on a des tas d'exemples où effectivement il suffit de lire Solzhenitsyn, l'archipel du goulag. Donc il faut évidemment pas tomber dans la dichotomie, la catégorisation vacciné-non vacciné. Ah, moi je pense que au-delà de vacciner, non vacciné, chacun fait ce qu'il veut. C'est la société qu'on veut nous imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit le vacciné ou le non vacciné, on va être embarqué de la même façon dans cette potentialité, hein, qui à mon avis ne fonctionnera pas parce qu'elle n'est pas juste, vers une société qui est la fin de l'humaine nature. Vous voyez, Fukuyama avait dénoncé la fin de l'homme, bah, c'est un peu la fin de l'humanité, quoi. Une humanité autonome où tout sera fusionné. Vous voyez, vous aurez à la fois votre ordinateur à l'intérieur de vous, une puce, pourquoi pas vous projeter à l'intérieur de votre cerveau le programme télévisuel, etc. Donc on nous transforme en robots. Alors évidemment, d'ailleurs dans le 32e et 33e point, si vous lisez Klaus Schwab, dans la révolution industrielle 4.0, il parle de mutation à la fin de ce livre. Il dit que le 32e point, c'est une humanité qui est bien formatée, bien réglée, bien façonnée, et les neurotechnologies. Et on commence par la première mutation, les technologies d'implant et votre identification numérique. Voilà, les deux premiers points. Alors, que dire moi, je pense que vacciné ou non vacciné, je pense que le plan qui est proposé, peu de gens, s'ils avaient compris, y adhéreraient, parce que je ne vois pas l'intérêt d'être chez soi. À la limite, on nous donne un revenu universel avec un abonnement à Netflix. On n'a plus rien à faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour les peuples traditionnels, hein. Quand on a mis les Inuits en réserve ou les Indiens des plaines, ils ont fini par accélérer leur propre mort parce qu'ils avaient le sentiment d'être inutiles. Vous voyez, quand un Inuit, on l'empêche de pouvoir chasser le phoque, ou un Indien des plaines de pouvoir chasser le bison, et qu'on le met en réserve, c'est une forme de suicide inconscient qu'on leur fait subir. Vous voyez, un suicide biologique, et leur vie n'a plus vraiment de sens. On leur fait comprendre que leur culture est complètement obsolète, quoi. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, l'anthropologie a essayé de comprendre ce que Robert Jolin appelait la paix blanche. Ça commence par un génocide, puis on enchaîne par un ethnocide, c'est la mort d'une ethnie. Donc les jeunes, on leur donne un prénom du vainqueur, on leur a imposé une religion parfois, on les a amenés à faire des études et ils ont du mal à se réinsérer dans leur culture. Puis après, vous avez l'écocide, c'est vraiment la mort par diminution de la population, de votre culture, de votre langage, de votre façon de vous habiller, de danser, etc. Et puis ça finit par l'égocide quand vous avez honte d'être un Indien Shipibo-Konibo ou un Lakota ou un Apache. Alors évidemment, il y a des ethnies qui ont échappé à ça, et puis il y en a d'autres qui ont sombré. Vous voyez, on vous fait comprendre que vous êtes en dehors de la modernité, votre culture ne vaut rien. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en Europe, puisqu'on est en train de renier la notion d'identité culturelle, et on commence à avoir des jeunes générations qui considèrent que le nationalisme, qui rime pour beaucoup avec patriotisme, c'est une notion obsolète. Or, moi, je pense que l'histoire de l'Europe, ça a toujours été le maintien d'une biodiversité avec une interaction intelligente. De toute façon, on dit que l'Europe a évité les guerres, mais on a d'autres guerres, une guerre écologique. Ce qu'on vit, c'est la 4e guerre mondiale basée sur l'information, désinformation. Ce que les théoriciens de l'armée appellent les guerres 4.0, c'est-à-dire dissymétriques, c'est-à-dire le pouvoir fait une guerre contre son peuple, si on veut il veut imposer à son peuple une transformation qu'il ne veut pas. Généralement, c'est dissymétrique parce que le pouvoir a la maîtrise des médias, le pouvoir de l'argent et de la loi. C'est dissymétrique parce que le peuple n'est pas forcément au courant, ou il y a une désynchronisation dans la prise de conscience, etc. etc. Donc, il y a un effet qu'on appelle gel qui amène tout être humain à vouloir conserver ses structures internes et ses habitudes, à conserver ce qu'on appelle en sociologie l'habitus, ses habitudes. Et puis, progressivement,
On amène une dégradation des cultures, des habitudes, par une action externe de façon à disloquer le groupe. Donc l'effet gel, c'est Kurt Lewin, qui était un psychologue allemand qui avait mis ça en place. Il appelle ça la théorie des champs. Une société est cohérente quand vous avez plus d'attraction que de répulsion. Quand vous créez un apartheid dans un espace, vous allez avoir, comme pour les particules ou les molécules, des attractions et des répulsions. Généralement, vous allez avoir une sorte d'interaction répulsive entre les vaccinés et les non-vaccinés, une attraction entre les vaccinés entre eux et entre les non-vaccinés, du fait du besoin chez l'être humain d'une appartenance. Et puis quand vous avez plus de répulsion que d'attraction, vous perdez la cohésion sociale et vous amenez la culture qui est prise dans des contradictions internes à exploser. Alors évidemment, il y a 3 étapes. Il y a une première étape où on modifie par pression ses habitudes. Une deuxième étape où effectivement on amène un discrédit sur ses habitudes, et il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une réaction en chaîne qui se retourne contre celui qui est en train de programmer la dissolution d'une culture. Et puis à partir du moment où on a dépassé un certain stade, la culture se disloque naturellement. C'est ce qui s'est toujours passé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, pour prendre ces 2 exemples, des Indiens des plaines. Donc pour vous, le combat de l'information est essentiel. C'est déjà être au clair sur la société qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Je pense que l'homme est suffisamment mature pour savoir quel type de société il veut. Moi, personnellement, j'ai envie de vivre en bonne entente avec mes condisciples, mes citoyens. J'ai envie d'établir une bonne relation avec d'autres cultures que la mienne. Je suis anthropologue, donc j'ai conscience de la richesse des autres cultures, mais j'ai envie de conserver aussi ma culture. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des besoins de chaque individu. C'est pas parce qu'on veut conserver sa culture qu'on est un horrible nationaliste. Le général de Gaulle résumait la situation en disant: le patriote est celui qui aime son pays, le nationaliste déteste les autres pays. Et en France, on a miné la notion de frontières, d'identité culturelle, en amenant les gens à penser que c'est des valeurs de l'extrême droite. Vous voyez, tout ce qui est maintien de l'identité nationale serait associé à l'extrême droite. Non. Voilà. Et donc, sous des faux prétextes d'éviter les guerres, etc., on est en pleine guerre, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Au lieu d'avoir des obus qui explosent, vous avez des fake news, vous avez des déflagrations de désinformation, et c'est exactement ce qu'on vit, la révolution 4.0 et les conflits 4.0. Donc il faut résister, dire non, mais avec bonheur, avec joie, et ça nous ouvrira. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se positionner, avoir conscience de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est tracer clairement ses limites. Et puis à partir de là, c'est vraiment la société dans laquelle vous voulez vous projeter qui sera déterminante. Vous voyez, je ne pense pas que les gens vaccinés l'aient fait en toute conscience de cause de la société qu'on leur propose. Contrairement au rituel de passage, aux initiations, où quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous allez vivre, personne ne sait vers quoi on va. Donc beaucoup de gens voulaient vivre un monde quantique. On est en plein monde quantique. Le monde quantique est basé sur le côté indéterminé, probabiliste, d'un mot plus savant, stochastique. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens peuvent avoir peur de l'inconnu. Peut-être c'est ce qui les amènerait à choisir le grand reset en disant on aura toujours un revenu minimum, mais je pense que le revenu minimum, c'est vraiment le gros piège. Je crois que l'ex-URSS a montré que la méritocratie, c'est-à-dire le fait que les gens ne soient pas stimulés par une différence de salaire, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une grande différence de salaire, mais il faut que chacun puisse s'épanouir à travers son emploi et le sentiment d'une utilité. Une société où plus personne ne travaille, vous n'avez plus rien, vous êtes heureux, c'est faux. Parce qu'à la base de la construction juridique, il y a la propriété. La propriété, c'est le premier élément qui vous permet d'échapper à l'esclavagisme. Quelle est la définition d'un esclave? C'est quelqu'un qui est logé et nourri en échange de sa force de travail. Vous voyez qu'on inverse dans nos sociétés démocratiques, on l'oublie, mais les gouvernements sont nos employés. Et là, en amenant
C'est la important ça. privatisation des biens et la suppression de tout ce qui est prévu, de l'argent, de la succession. On a en France un début de loi qui est en réflexion à l'Assemblée nationale, qui serait la loi anti-succession, où on n'aurait plus le droit de transmettre à nos enfants l'héritage. Mais c'est la porte ouverte à un changement radical où vous devenez l'employé de l'État. Et donc, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un État qui est votre employé que d'être employé de l'État. Vous voyez, on inverse complètement la proposition. C'est plus parlant aussi avec le revenu universel, où ça serait désormais l'État qui Oui. distribuerait l'argent partout, alors que maintenant, c'est l'État qui est notre employé, puisqu'il reçoit nos taxes, nos impôts. Ah ben bien sûr, c'est nous qui payons l'État, tous ses secrétaires, ministres, fonctionnaires, etc. C'est nous qui payons par le produit de notre travail, ce qu'on appelle l'État. Donc, C'est donc oui, nous bien qui avons le sûr. pouvoir de les destituer aussi. Comment? On a oublié que c'est nous aussi donc, qui avons le pouvoir de les destituer. Ben oui, on a oublié ça, on a oublié beaucoup de choses, hein. Je crois que moi j'ai un beau-père qui est mort à 102 ans, il s'est battu pour les acquis sociaux, vous voyez, et il me disait, il trouvait que déjà dans les années 80, 90, puis ça a fait que ça accentué, les jeunes générations qui avaient été rendues apolitiques ne se battaient pas pour défendre leurs droits. On a appelé ça les acquis sociaux, mais ce n'est pas des acquis. On a cru qu'une fois qu'une démocratie était greffée sur un territoire, eh ben, la greffe était indélébile. Ben non, elle n'est pas indélébile. Elle dépend de la façon dont on défend des droits qui ont souvent coûté la vie à ceux qui nous ont permis d'avoir ces droits. Mais si on ne se bat pas pour les conserver, bah, la nature humaine est ainsi faite que celui qui a le pouvoir veut encore plus de pouvoir. Voilà. Moi, je crois au contre-pouvoir. Et donc, puis l'État, si on devient son employé, bah, il aura des exigences. On peut très bien envisager que si on supprime la propriété, le parc immobilier de la Belgique, des Français sera aux mains de l'État et il aura des exigences. Si par exemple, vous ne voulez pas vous vacciner, ce qui est à la base du libre choix thérapeutique, bah, vous ne pourrez pas trouver un logement. Donc, oui, la conséquence est grave. Je crois que ce que ça montre plusieurs choses. Ça montre l'échec de nos pédagogies, où les gens, même sélectionnés avec des diplômes, mais monodisciplinaires, ne sont pas en mesure d'établir des liens avec des éléments que nous avons sous les yeux. Il faut réapprendre aux citoyens à relier les faits entre eux de façon à éviter de passer de l'opinion à la croyance. Vous voyez, normalement, l'opinion, elle vient une fois que vous n'avez pas pu sonder les choses. Une opinion, elle n'a pas vraiment de valeur. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche objective et rationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas oublier que la science est née dans les cités grecques parce que tout le monde devait pouvoir s'exprimer au nom de la démocratie, démocratos, le pouvoir du peuple, mais il fallait bien prendre des décisions pour la cité. Donc, quand tout le monde s'était exprimé, on choisissait un outil qui par la suite est devenu la science, qui était basée sur la logique pour dire, voilà, le citoyen A a proposé telle chose, nous prenons cette voie, parce que pour des raisons rationnelles, ça va permettre à la cité d'avoir une progression plutôt avantageuse. Plutôt que de prendre la voie du citoyen Z, qu'on ne rejette pas parce qu'il est le citoyen Z, mais parce que ses arguments ne nous ont pas convaincus d'un point de vue rationnel. Et donc, on est dans une période où on confond rationnel et rationalisation, on confond avoir une rationalité et des opinions et des croyances, et c'est un peu la défaite de la pensée scientifique, parce que face à la vaccination, à des preuves qui montreraient sa dangerosité, etc., les gens ne sont plus sensibles aux arguments rationnels. Ils considèrent que c'est l'État qui doit nous donner la béquille, en quelque sorte, nous donner la voie qui doit être suivie, sauf que si l'État avait, comment dirais-je, une séparation par rapport aux intérêts pharmaceutiques, bah, à la limite, on pourrait envisager un comité de sages, mais ce n'est pas le cas. Donc, on est bien obligé de faire le job. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des citoyens ont été amenés à faire un travail de journalisme. Et je trouve que le journalisme, je vous félicite d'ailleurs, alternatif est plus fort que le journalisme mainstream. C'est-à-dire qu'il faut reformer les journalistes. C'est ce que je veux faire avec un ami, de façon à leur donner une approche beaucoup plus globale. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire d'eux des docteurs en physique, en chimie, etc., mais leur donner la quintessence de la physique, de la biologie, de l'économie, etc., pour que
On n'est pas un journaliste soit spécialisé avec le journaliste spécialisé en économie, politique, voilà, et dans le moule, mais un vrai journalisme qui permet d'avoir du discernement. Je crois que ça a montré la nécessité de revenir à une pluridisciplinarité. Un individu qui n'est pas informé parce qu'il n'a pas les outils pour aller chercher l'information ou même l'ouverture d'esprit, il n'est pas formé, devient un sujet, comme on était un sujet du roi, alors qu'un sujet informé devient un citoyen. Donc il faut, pour qu'on développe une vraie démocratie participative, revenir à la base et donner aux gens les grands enjeux de la science. Vous voyez, c'est quoi le transhumanisme, c'est quoi la défense militaire. Normalement, tout le monde est en mesure de comprendre. Si on n'avait pas découragé les gens en leur disant que si vous n'êtes pas docteur en immunologie, vous ne pourrez rien comprendre au vaccin. Si vous n'êtes pas docteur en physique, vous ne pouvez pas comprendre l'énergie libre, etc. On a découragé les gens. On les a amenés à déléguer leur pouvoir à des représentants qui les ont trahis par cooptation. Et on voit bien, en France, on est devant on ne sait plus si on est en 5e République, puisque à coup de décret d'amendement, on a l'impression qu'on a perdu notre 5e République. Je trouve que c'est une superbe idée pour conclure. On devrait former les journalistes à la psychanalyse, à la physique quantique, à la sociologie et à d'autres. C'est-à-dire que si, vous voyez, dans leur parcours, on leur donnait vraiment la quintessence avec des gens, c'est possible à faire. Moi, j'ai une école qui s'appelle l'Unité du Savoir. Bon, on enseigne ça. Et à l'issue de ça, des gens sont étonnés de comprendre les bases de la physique quantique, de la biologie, de la psychologie. Et ça fait d'eux des gens qui ont du discernement. Donc, on ne peut avoir de démocratie participative que s'il y a discernement. Et pour avoir du discernement, il faut avoir de l'information. Vous voyez, Internet est un outil d'information et non pas un outil de formation. Donc, l'information, c'est une chose, la formation en est une autre. Et vous pourrez toujours faire ressortir la quintessence et l'intérêt d'une information si vous avez une formation. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous allez répéter comme un perroquet ce qu'on vous a dit. Et donc, vous savez, dans une discipline qu'on utilise beaucoup dans le coaching, la programmation neurolinguistique, quand vous avez entendu 3 fois une chose, vous la prenez comme sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plus enclin à considérer que c'est vrai et vous n'allez pas chercher. Alors, vous pouvez imaginer, vous avez sur le paysage audiovisuel français BFM TV, où c'est des centaines de fois, sinon des milliers de fois, on vous répète la même chose, quoi. C'est du lavage de cerveau. Voilà. Complètement. Voilà, moi je pense que je crois à une potentialité qui va faire triompher le grand réveil. Je crois que les gens doivent garder espoir, il faut résister. Je crois que c'est pas monstrueux de ne pas vouloir se faire vacciner. Moi, j'ai rien contre les vaccinés. Vous voyez ce que je veux dire? Je respecte leur choix. Il faut qu'on évite l'apartheid. Une société devrait vivre en bonne entente, comme c'était le cas autrefois. Il y avait bien des croyants et des non-croyants qui vivaient en bonne entente. Voilà, pourquoi ça ne serait pas possible entre vaccinés et non vaccinés? Je crois qu'il est temps que chacun de nos pays respectifs retrouve sa souveraineté et que par là, les cultures qui sont propres à la Belgique, à la France et à tous les pays membres de la Commission européenne puissent revibrer. Voilà. Merci beaucoup pour ces notes d'espoir. Merci à vous d'être un espace de liberté. C'est quand même assez rare par les temps qui courent. On est un des seuls en Belgique. Voilà. Je crois que vous avez un site où on peut retrouver vos travaux, vos écrits. Oui, j'ai un site qui s'appelle unitédusavoir.com. Il y a des conférences. Les gens qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder sur la chaîne, sur ma chaîne, mais vous trouvez ça aussi sur la chaîne d'Emma Cruzy sur l'ingénierie sociale. J'ai fait 11 émissions où j'explique en détail l'ingénierie sociale. Et puis, voilà, vous trouverez d'autres conférences, notamment l'expérience d'Ibiza, etc. Voilà. Super. Voilà. On en profite pour faire un peu de promo pour notre ouvrage collectif Covid-19 par de la censure, qui est écrit par 14 auteurs, donc, et qui est une petite bombe et qui va être censuré très vite par les médias mainstream. Mais c'est plutôt un avantage d'être censuré. C'est comme si on vous donnait la Légion d'honneur de la bonne information. Actuellement, il y a des sites qui sont en France, j'ai vu le record, c'est un site censuré au bout de 20 minutes.
Excellent. Mais voilà, moi je remercie tous les. On s'aperçoit d'ailleurs que les gens qui font un journalisme alternatif fouillent les informations, et ce qui prouve bien que certains, ce qui n'est pas votre cas, mais se sont improvisés journalistes en faisant un travail bien supérieur aux journalistes dits professionnels. Parce que plus libre, parce que pas astreint à avoir un discours directionnel imposé par ceux qui les payent, parce que mieux formés, parce que curieux, parce que capable d'établir les liens. Vous voyez, je pense que chacun peut établir les liens. Voilà, il faut tout simplement avoir envie de le faire, et puis ne pas être persuadé qu'on n'est pas capable de le faire. Et moi, vous voyez, ma femme, pardon, a une tante de 94 ans, et elle commence à faire les liens. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, c'est encore possible. Voilà. Mille merci, Philippe Bobola. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à bientôt. Et à bientôt. Et on continue, on lâche rien. Merci. Force et honneur. Bon Merci, courage. merci Philippe Bobola. Au revoir. Au revoir.